On va passer la parole au dernier orateur. C'est toujours un challenge, le dernier orateur, parce qu'il se demande s'il va avoir le temps de parler. La réponse, c'est oui. Tu n'auras pas 2 minutes, Marc, mais tu auras autant de temps que tes autres invités. Et on va pouvoir aller vers ce qu'on appelle les cathéters péricicatriciels, avec de très très belles études qu'a réalisées Marc. Et écoute, tu as la parole. Merci Philippe. Bonjour à tout le monde. Effectivement, mais ce que ça illustre ce matin, tout ce qui a été présenté là, c'est que la prise en charge de la douleur en chirurgie abdominale, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant puisqu'il y a plein de techniques qui doivent être adaptées, sur lesquelles il y a un rapport bénéfice-risque, sur lequel il y a une efficacité plus ou moins importante. Et puis il y a cette réflexion qu'il y a dans nulle autre chirurgie sur le lien entre la douleur viscérale, Marie en a un peu parlé, et la douleur pariétale. Et on dit même classiquement, tu sais qu'en chirurgie abdominale, il y a deux cicatrices, une cicatrice pariétale et une cicatrice viscérale. On aurait pu aussi parler des anesthésiques locaux intrapéritonéaux, de tout ce courant de réflexion pour bloquer la douleur viscérale. On n'aura pas le temps, mais peut-être il y aura des questions. L'année prochaine. Donc moi, je vais vous parler d'une technique qui est une technique... alors, je vais essayer... C'est vers le bas. Et voilà. Je vais commencer par quelques généralités. C'est une technique analgésique qui est hyper simple, le cathé de paroi, et qui est accessible à tous les patients. On a parlé de troubles de l'hémostase, on a parlé de patients âgés, on a parlé de difficultés de faisabilité avec la péridurale. Là, c'est 100%. Donc c'est déjà un atout pour cette technique. On a parlé du concept physiopathologique de la douleur pariétale. La chirurgie hépatique, c'est avant tout une douleur pariétale. Le foie n'étant pas, pratiquement pas innervé sur le plan sensitif, c'est une douleur qui est pariétale. Donc le blocage pariétal, il représente, on dit classiquement, entre 70 et 80% de la composante globale de la douleur. C'est une technique qui est adaptée à toutes les cicatrices. Alors bien sûr, on ne va pas trop en parler, on a évoqué le sujet tout à l'heure, mais l'injection unique sur les orifices du trocar en célio, et puis vous partez en célio, il y a une conversion de la célio, ça vous permet d'adapter la technique analgésique à toutes les variantes et évolutions chirurgicales. Bien entendu, c'est une technique qui s'intègre dans une stratégie multimodale. Et je ne vais absolument pas vous dire que c'est une technique magique qui résout tous les problèmes en chirurgie digestive, c'est faux. C'est une technique qui s'intègre dans une stratégie multimodale, mais dans laquelle, si on y ajoute par exemple une PCA morphine, il y a une certaine logique, ça ne rajoute pas de risques particuliers, comme on l'a évoqué précédemment. Et donc, cette multimodale, elle est assez simple à faire quand on bloque la composante pariétale. Et puis, moi, je considère que ça représente une évolution vers l'analgésie mini-invasive. Les chirurgiens font des tas de progrès dans la chirurgie mini-invasive, travaillent beaucoup sur la réduction des tailles de cicatrices, travaillent beaucoup sur le nombre de dermatomes qu'ils vont léser avec le bistouri. Eh bien, nous, on s'intègre dans cette réflexion-là. Et puis, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi, aucune surveillance spécifique. C'est utilisable en ambulatoire. Enfin, vous voyez, ça présente quand même certains intérêts. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Le recul, il est énorme. Hein. C'est des techniques qui sont simples, qui sont étudiées depuis très très longtemps. Je vous montre ici la dernière méta-analyse. Vous voyez, 43 études randomisées contrôlées entre 2000 et 2019, uniquement sur la chirurgie abdominale. L'intensité douloureuse, elle est réduite. Alors, une fois encore, hein, je vous le redis, ce n'est pas une technique magique. Vous voyez que le bénéfice, il est significatif jusqu'à la 48e heure, notamment sur les douleurs au repos, mais aussi à la mobilisation. L'infiltration continue cicatricielle permet également une réduction significative des consommations d'opiacés. Dans ce travail-là, vous voyez que ça reste significatif jusqu'à la 48e heure post-op. En général, on laisse les cathés d'ailleurs 48 à 72 heures. Et on a un impact significatif. Et enfin, et c'est, à part les blocs de parois, la seule technique où l'on peut dire ça, il n'y a pratiquement pas d'effet secondaire, ça diminue les risques de nausées, vomissements post-op. Les infections de site opératoire,
elles ne sont pas augmentées. Vous voyez, quand on fait un total de complications liées à la technique analgésique, eh bien, l'infiltration continue cicatricielle est, on peut le dire, une technique parfaitement sûre. Alors, je vous montre une autre méta-analyse. 29 études randomisées contrôlées, plus de 2000 patients, et l'objectif était de comparer l'efficacité analgésique de l'infiltration continue cicatricielle avec l'analgésie péridurale. Alors, il y a une première partie qui évalue l'impact de l'infiltration continue cicatricielle par rapport au placebo. On retrouve globalement ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la précédente méta-analyse. Mais l'intérêt de ce papier, qui a été publié en 2019 dans Annals of Surgery, c'est de montrer que finalement, la différence, les très faibles différences qu'il y a avec la péridurale n'atteignent pas le seuil de significativité. Et donc, il conclut, vous le voyez dans ce travail-là, que la douleur est aussi bien contrôlée qu'après une péri, mais bien entendu avec un impact nettement moindre sur les critères de réhabilitation et sur la tolérance à la technique analgésique. Alors pourquoi ? Probablement puisque, on l'a dit tout à l'heure, la péridurale, ce n'est pas 100% des cas. Il y a des échecs de péridurale, même quand on arrive parfaitement à poser le cathéter. On a des péridurales qui sont latéralisées, qui ne sont pas exactement sur le bon dermatome. Et là, avec l'infiltration continue cicatricielle, on a une technique qui est efficace, on va dire, à 100% quand on sait poser le cathé, mais ce n'est pas très compliqué. Et donc, quand on fait des études comparatives, eh bien, et qu'on met ces échecs relatifs de péridurale dans la comparaison, eh bien, on a finalement une technique qui permet d'avoir une efficacité qui est tout à fait comparable. Voilà pourquoi cette technique, qui était un peu marginale et puis qui actuellement quand même revient un peu sur le devant de la scène, vous le voyez, cette technique, elle est recommandée dans les recommandations SFAR sur la prise en charge de la douleur en laparotomie, elle est recommandée dans les recommandations SFAR sur la réhabilitation post-opératoire. Donc, elle a une place. Je ne dis pas qu'elle justifie d'avoir la seule place, mais elle a une place et je pense qu'elle peut résoudre pas mal de problèmes sur la prise en charge de la douleur après chirurgie abdominale. L'intérêt majeur, outre son efficacité, c'est la sécurité totale de cette technique. Aucune répercussion générale, pas d'instabilité hémodynamique, pas de rétention urinaire, pas de prurite, pas de risque nerveux. Les infections de site opératoire, ça ne les augmente pas. Toutes les études montrent que ça aurait même plutôt tendance à un petit peu les diminuer quand c'est posé dans des conditions correctes. Il y a pas mal de travaux qui montrent que le fait de mettre un anesthésique local dans une plaie comme ça en continu, non seulement n'altère pas, mais aurait plutôt tendance à améliorer la cicatrisation. Je vous montre ici un travail sur une très large série de patients où l'incidence de défects de parois au niveau de l'incision était moindre dans le groupe cathé cicatriciel que dans le groupe qui n'en avait pas. La toxicité des anesthésiques locaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas si vous respectez les précautions habituelles d'utilisation des anesthésiques locaux. Et enfin, les problèmes mécaniques liés au matériel. Et je vous rappelle que pour une péridurale, ça représente à peu près 30% des cas. Ici, c'est 1%. Donc, on a une technique qui est efficace, qui est sûre, qui est extrêmement flexible et qui, à mon sens, suit l'évolution de cette chirurgie digestive vers le mini-invasif. Alors bien entendu, ses limites, c'est de ne couvrir que, ou pratiquement que, la composante pariétale de la douleur. Mais on l'a vu, c'est probablement la composante la plus importante. Je vous remercie. Merci beaucoup Marc. Alors, petite question sur le chat, c'est vraiment une question pratique parce que certains se posent encore la question, comment est-ce que le cathéter est posé, où est-ce qu'on le met exactement ? Est-ce que, comme tu l'as dit, et ce qu'on pense, mais tu vas nous le confirmer, c'est une fois que le péritoine est fermé, on pose le cathéter dessus, ou est-ce que finalement le mettre un peu dans la cicatrice n'importe où, c'est aussi efficace ?
Non, la localisation du cathéter a une importance considérable dans l'efficacité. Donc, sur de la chirurgie abdominale, quand on peut fermer le péritoine, on le met dans cette position qui est dite pré-péritonéale, c'est-à-dire entre le péritoine et le fascia. On ne peut pas toujours le faire. Quand c'est des rédux, c'est compliqué. Et à ce moment-là, eh bien, on le met dans les plans les plus profonds, et notamment dans le plan facial ou sous-facial. Et ce qui est certain, c'est que le cathéter en sous-cutané a un bénéfice qui est extrêmement marginal. Ça ne sert à rien de mettre des cathéters en sous-cutané. En plus, c'est dur à gérer en général parce que ça fuit sur la cicatrice. Donc ça ne sert à rien. L'autre possibilité, ça a été évoqué par Marie tout à l'heure, c'est de le mettre notamment pour la chirurgie hépatique, où il n'y a plus de péritoine à cet endroit-là, sur une sous-costale, il n'y a plus de péritoine. En revanche, si le chirurgien ferme le plan musculaire et met le cathéter d'infiltration continue dans le plan musculaire, c'est finalement un tape continu, tu l'as dit tout à l'heure, ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que tu peux nous préciser, Marc, quelles sont pour toi les indications à privilégier? Alors, on ne parlera pas de la greffe rénale parce que vraiment, ça, c'est l'indication numéro 1 qu'il va falloir absolument privilégier. Ça a transformé l'analgésie au cours de cette chirurgie de transplantation rénale. En dehors de cette indication, pour toi, quelles sont les indications à privilégier actuellement? Plutôt que de faire un catalogue, je dirais, c'est plutôt toutes les laparotomies, on va dire toutes les laparotomies qui ne justifient pas une autre technique, qui ne justifient pas la péridurale dont on a parlé. Toutes les laparotomies, à mon sens, sont accessibles à cette technique d'analgésie. En pratique, parce que j'aime bien les choses pratiques, c'est qui le propose? C'est le chirurgien à sa consultation? Ce sont les anesthésistes parce que le patient ne veut pas de péridurale? Vraiment pratico-pratique pour nos auditeurs? Eh bien, ça dépend des centres. Quand vous avez la chance d'être dans un centre où les chirurgiens croient à cette technique et savent la mettre en place, ça peut être eux qui le proposent. Sinon, c'est à l'anesthésiste de le faire. Le mieux, vous le savez, c'est d'en parler ensemble. C'est-à-dire de mettre autour d'une table des anesthésistes et des chirurgiens et de dire, dans ce cas-là, je pense que le cathéter cicatriciel est particulièrement indiqué, ou bien il vaut mieux faire une péridurale. Il suffit de se parler, c'est simple. Ce sont nos moi, j'ai une question vraiment plus technique encore pour toi. Une xyphopubienne, tu mets combien? Tu mets un cathéter de 50 cm de long, tu en mets 2, tu en mets 3? Une xyphopubienne, on ne fait pas de cathéter cicatriciel. Une xyphopubienne, on fait une péridurale, une rachimorphine, des blocs des droits étagés, enfin je ne sais quoi, mais je pense que là, on n'est pas dans le domaine où l'infiltration continue cicatricielle va pouvoir avoir un impact significatif. Excellente réponse, bien sûr. C'était la question piège, vous l'avez bien compris. Alors, on va sortir du cadre de la chirurgie abdo, si je peux me permettre une petite incartade, pour demander à Sophie, qui travaille à Strasbourg dans une unité d'orthopédie, s'il y a encore des places pour ces cathéters en orthopédie. Bien sûr, pas dans l'articulation de l'épaule, mais est-ce que vous avez, cette pratique-là, Sophie, dans ton centre? Alors, en orthopédie, ça va plutôt être des cathéters périnerveux directement. Et il y a encore quelques places à cette technique. Et je pense qu'il faut bien sélectionner les patients. Ça permet également tout le processus de la réhabilitation accélérée et améliorée. Et je pense que principalement dans le membre supérieur ou de la chirurgie de la main aussi, il y a des chirurgies qui sont particulièrement invasives. Et le rachis également. Alors, le greffon iliaque aussi. On est presque en chirurgie abdominale avec le greffon iliaque. On n'est pas loin. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à Strasbourg, par exemple, pour la prise de greffe au niveau iliaque, on garde pour le moment encore la stratégie de l'infiltration ou du tap-bloc relativement postérieur. Bon, les amis, il est temps de conclure. Et vraiment, je voudrais remercier tous nos orateurs aujourd'hui pour cette superbe session qui nous a permis de voyager à travers tout le compartiment abdominal, toute la paroi. Si je résume les choses, grosse chirurgie, laparotomie, xyphopubienne, la chip, le débulking, ça restera pour l'instant le gold standard, la
péridurale thoracique basse, je vous le rappelle, avec toutes ses limites, hein, bien sûr. À défaut, pour de la chirurgie avec une ouverture pariétale, dont la chirurgie hépatique, on gardera le cathéter de paroi, avec une discussion préalable avec les équipes chirurgicales, avec une très bonne entente entre les deux, et avec des risques qui sont quasiment nuls, on va le dire comme ça. On va réserver l'intratécale comme technique alternative avec le problème de la surveillance, du rebond douloureux et surtout de la dose et de la surveillance. Et puis les blocs de paroi qui sont excessivement intéressantes pour la chirurgie mineure, vous le savez, en ambulatoire. Le topo aujourd'hui, c'était la chirurgie lourde, mais ça doit rester des techniques que vous devez maîtriser et que vous devez réaliser pour privilégier l'épargne morphinique. Écoutez, on vous souhaite un excellent week-end, un bon reviewing sur les podcasts, et encore merci à tous nos orateurs, à Marc, à Marie, à Sophie et à Yann, et à très vite sur la SFAR.